je voudrais qu'on aille maintenant sur la deuxième partie, le deuxième éclairage. Et je voudrais, donc, je vais partager à nouveau là rapidement mon écran pour vous présenter Jean-Pierre Favennec, qui est un expert du secteur de l'énergie. Jean-Pierre intervient dans des institutions universitaires, dans des universités et des écoles en Europe, en Afrique, et c'est aussi le président de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique. Et j'ai trouvé intéressant de lui proposer d'intervenir aujourd'hui. Il a accepté avec amitié d'intervenir et de nous livrer un petit peu sa vision de la façon dont on va pouvoir gérer cette incertitude majeure qui est comment va évoluer ce secteur et pour chacun d'entre nous et pour les entreprises, à quoi on peut s'attendre dans les mois qui viennent. Jean-Pierre, je te passe la main tout de suite et impatient d'avoir un peu tes réflexions et les réponses aux questions qu'on se pose sur ce secteur de l'énergie. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je te laisse partager. Je pense que c'est plus simple que tu puisses partager toi-même la présentation que tu as préparée. Voilà, oui, ça sera peut-être. Voilà. Et alors, pour des raisons que j'ignore. Non, c'est pas le bon doc que tu prends. Ben, ce que tu m'as renvoyé, c'est pareil. Ah bon? Ben, c'est pas grave. Bon, pas grave. Pas... Voilà. Donc, la première incertitude est résolue, c'est-à-dire la capacité d'accéder à cette présentation, puisque des fois, avec Zoom, c'est un peu compliqué. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation et je vais essayer, donc, j'ai un petit quart d'heure, de vous présenter un peu les aspects donc, de l'énergie actuellement, dans le monde d'abord, en Europe peut-être, et puis ensuite en Afrique, parce que c'est intéressant, on est dans des contextes assez différents. Alors, le secteur de l'énergie, ben, je crois qu'il faudrait vraiment vivre sur une planète lointaine pour ne pas comprendre qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses récemment. Et là, je suis d'ailleurs chez moi, j'ai un peu froid parce que j'arrive pas à mettre la température que je souhaiterais, ne répéter à personne, je n'aime pas les 19 degrés. Donc, et tout ça parce que, bien sûr, il y a sinon des pénuries d'énergie encore, mais il y a des prix qui sont extrêmement élevés. Voilà. Alors, sur ce premier graphique, vous avez, c'est juste un cadre général, donc je vais aller assez vite, la consommation totale d'énergie dans le monde, son évolution depuis maintenant presque 60 ans. Vous voyez qu'en fait, sans entrer dans les détails, on a besoin de plus en plus d'énergie. Mon prédécesseur, M. Bachou, mentionnait les problèmes de démographie. Démographie plus croissance économique, ça fait des besoins d'énergie qui augmentent très vite. Et on voit ici, donc, on est sur des chiffres, pour ceux qui sont un peu fanatiques de chiffres, c'est environ 600 exajoules, c'est des chiffres énormes, et ou bien l'équivalent de 14 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Voilà. Alors, les principales sources d'énergie, sans entrer dans trop de détails, ça reste le pétrole qui fait à peu près 30% de la consommation, le gaz et le charbon qui font à peu près rapidement 30%, et ensuite vous avez donc du nucléaire, de l'hydraulique et des renouvelables. Les renouvelables, c'est essentiellement du solaire et de l'éolien. On voit donc, si vous voulez, sur une première conclusion, si on fait une synthèse de ce graphique, une consommation d'énergie extrêmement importante qui continue à augmenter d'année en année, sauf accident comme la crise financière de 2009 et la crise du Covid de 2020, où il y a eu une chute. Et puis, deuxième chose, une domination encore très large des énergies fossiles qui font largement plus de 80% de la consommation totale d'énergie. Le nucléaire, c'est 4%. Et les nouvelles énergies renouvelables dont on parle beaucoup, l'éolien et le solaire, ce n'est encore que 6 ou 7%. C'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à 2010. Ça a dû être multiplié par 5 ou 6, mais ça reste quand même relativement limité. Alors, la crise de l'énergie que l'on a connue, j'ai 2 ou 3 transparents là-dessus. Eh bien, je vais donner d'abord des chiffres, excusant pour les chiffres évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions. Donc, si on regarde le gaz naturel, et il coûtait en Europe, alors évidemment la situation serait très différente hein, si on regardait les États-Unis où le gaz est relativement bon marché parce qu'il y a
une quantité énorme de gaz de schiste, mais par contre en Europe et d'ailleurs en Asie c'est la même chose, le gaz est très cher parce qu'il y a en gros un manque de gaz, une tension sur le gaz, et on est passé de 20 € par mégawattheure, donc il y a maintenant pratiquement 2 ans, début 2021, à 180 € par mégawattheure en décembre, donc une multiplication par presque 10, et actuellement on est encore à 150, on a une multiplication par 6 ou 7, donc c'est énorme, c'est un choc très très important. L'électricité a suivi tout simplement parce que on est passé donc de 50 € par mégawattheure à 200 €, 400 € maintenant. Vous avez tous, si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous avez entendu parler au moins en France, alors d'ailleurs dans d'autres pays c'est peut-être différent, mais en Europe c'est la même chose, toutes ces boulangeries par exemple qui menacent de fermer parce que le prix de l'électricité est trop cher. Donc on a eu cette augmentation, je vais revenir tout de suite sur les raisons de l'augmentation. Et le pétrole, par rapport à tout ça, finalement, n'a pas trop bougé. Je suis un peu optimiste, mais il n'a pas trop bougé. Alors, les raisons de la crise de l'énergie, ben, en fait, c'est assez simple. Hein. On a eu le Covid en 2020 et on a eu une reprise économique extrêmement forte en 2021. Donc, Jean-Pierre, tout à l'heure, mentionnait le fait qu'on va maintenant vers une espèce de récession, du moins une croissance économique beaucoup plus faible, mais on a eu une reprise économique très, très forte en 2021 et ça a joué. Alors, il y a eu effectivement, il y a un autre facteur qui joue, c'est la transition énergétique, parce que les compagnies, les opérateurs évitent d'investir trop dans les énergies fossiles, parce que, bien sûr, on ne sait pas si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura encore le droit de les utiliser. Selon moi, oui, mais la chose n'est pas certaine. Et donc, on a à la fois une reprise économique très forte, donc une demande très forte d'énergie. Et on l'a vu tout à l'heure, 80% d'énergie, c'est de l'énergie fossile. Et on a des réticences à investir dans les énergies fossiles. Donc, tout ça, ça crée des tensions et ça crée évidemment des augmentations très fortes. Alors, la géopolitique, effectivement, joue également un rôle, et bien sûr, le conflit en Ukraine a joué un rôle, même si, je répète, les prix de l'énergie actuellement ne sont pas très différents de ce qu'ils étaient avant la crise en Ukraine. Donc, le grand facteur, c'est vraiment la reprise économique, les tensions qu'il y a sur les approvisionnements. Je vais passer donc, pardon, voilà. On peut également parler dans mais ça c'est c'est pas marginal, mais faut pas l'oublier non plus. Il y a certainement en Europe le problème de la déréglementation du secteur de l'énergie. J'ai pas envie de vous faire un cours là-dessus, mais c'est un facteur important. Pendant très longtemps en Europe, jusqu'il y a 30 ans à peu près, le prix du gaz et de l'électricité était fixé par des opérateurs nationaux et on avait une certaine stabilité des prix. La Commission européenne a voulu absolument déréglementer ce secteur en disant que si on déréglementait, si on privatisait, on allait avoir donc une baisse des prix. Il s'est passé à peu près l'inverse et on a cette situation où le prix de l'énergie a atteint des sommets. Pour le gaz, ça peut se comprendre puisque le gaz, il est essentiellement, il était importé de Russie et comme la Russie n'exporte plus de gaz, il faut le trouver ailleurs et ça coûte très cher, il n'y en a pas assez. Par contre, pour l'électricité, c'est assez anormal de payer des prix aussi élevés alors que l'essentiel de l'électricité est fait en Europe. En France, il est fait avec du nucléaire, même si les centrales nucléaires ont souvent des problèmes. En Allemagne, il est fait à partir de charbon ou d'autres choses, mais on a un prix extrêmement élevé parce que le prix de l'électricité, c'est le prix de l'électricité qui est faite à partir de gaz. Et comme le gaz est très cher, eh bien, le prix de l'électricité est très cher, même si cette production d'électricité à partir de gaz reste marginale. Alors, on reviendra peut-être sur le problème des renouvelables, donc, qui se développe, et tout le monde insiste là-dessus. Je rappelle une nouvelle fois que les renouvelables, quand on parle renouvelables actuellement, on parle essentiellement en Europe solaire et éolien. Ça se développe effectivement, ça se développe aussi d'ailleurs en Afrique, on va y venir, mais ce n'est pas encore à la hauteur des besoins si l'on veut remplacer les énergies fossiles. Et enfin, on a le problème du nucléaire, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, vous avez ici, j'ai pris ce graphique, je ne vais pas trop le commenter en détail pour vous montrer un peu les prévisions. C'est fait par un organisme américain qui est relativement bien considéré et qui vous montre que si on prend de gauche à droite, donc à gauche, on voit on prévoit jusqu'en 2050 une forte augmentation donc du PNB, donc de la richesse, hein, dont parlait tout à l'heure notre ami Louis Bachou. On voit que selon les scénarios, on
on a une augmentation du PNB qui passe de 50, lorsqu'on va faire 50 000 milliards de dollars, peu importe, qui passe à 100 ou qui peut même passer à 250 selon les cas, avec évidemment une évolution très différente entre l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, et le non-OCDE des pays qui sont un peu moins riches, comme la Chine, comme l'Inde, etc. Il y a des projections sur le prix du pétrole, des projections sur la consommation d'énergie. La seule chose que je dirais là-dessus, c'est qu'on voit bien que la consommation d'énergie va vraisemblablement augmenter, quelles que soient les hypothèses que l'on puisse faire. Alors, je vais passer maintenant à l'Afrique, qui est un cas un tout petit peu différent. Alors, je vais passer assez vite. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai repris un transparent que j'avais préparé avec des étudiants. Donc, on va passer assez vite sur certaines choses. Donc, l'Afrique est bien dotée. Elle n'est pas extraordinairement bien dotée, mais elle est bien dotée en énergie renouvelable. Il y a du soleil, il y a aussi du vent, il y a de l'hydraulique, bien sûr. Il y a encore besoin d'énergie fossile. La consommation d'énergie en Afrique est très faible. Donc, je vais peut-être passer un tout petit peu là-dessus, mais l'Afrique, si vous voulez, si on prend simplement les énergies fossiles, pétrole et gaz par exemple, en gros, l'Afrique, c'est 10% des réserves mondiales, c'est 10% de la production, c'est simplement 3% de la consommation. Donc, la consommation d'énergie est très faible. Et donc, le problème de l'Afrique, c'est que la consommation d'énergie est très faible, donc peu d'émissions de CO2, alors que l'Afrique est sans doute la région qui va le plus souffrir des problèmes de changement climatique. Alors, là, vous trouverez, quand vous aurez les documents, les productions, les chiffres sur la production de pétrole et de gaz. Je passe assez rapidement. C'est donc, pour simplifier, le pétrole, c'est 10% des réserves, à peu près 10% de la production mondiale. Même si la production de pétrole en Afrique diminue, en particulier dans les deux grands producteurs qui sont le Nigeria et l'Angola, pour des raisons un peu différentes. Le Nigeria, c'est les vols de pétrole importants qui ont lieu dans le delta du Niger. Et en Angola, c'est un certain manque d'investissement. Pour le gaz est surtout important en Afrique du Nord. Dans le reste de l'Afrique, c'est quand même beaucoup moins important, même s'il y a des développements actuellement, en particulier au Sénégal et en Mauritanie, dont on pourra reparler. Et les grands consommateurs de gaz en Afrique, eh bien, ce sont des pays comme l'Égypte et l'Algérie. Le charbon est important en Afrique du Sud, je n'insiste pas là-dessus. Il y a peu de nucléaire, puisque les seules centrales nucléaires se trouvent, les deux centrales nucléaires qui existent en Afrique se trouvent en Afrique du Sud. Alors, les énergies renouvelables commencent à jouer un rôle assez important en Afrique. Il y a beaucoup de centrales solaires qui sont construites. Il y a des centrales également éoliennes. Là, je reviens du Maroc. Vous avez une production d'énergie éolienne qui est assez importante. Dans d'autres pays aussi, il y a des gisements d'énergie éolienne. Donc, les énergies renouvelables également en Afrique jouent un rôle important. Bien sûr, il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas beaucoup mentionné jusqu'ici, le problème de l'hydraulique. Il y a pas mal d'énergie hydraulique dans beaucoup de pays africains. Il y a par exemple le fameux barrage, le fameux potentiel de Inga. Inga, c'est un site qui se trouve sur le Congo, entre Kinshasa-Brazzaville en amont et la côte en aval. Et le potentiel d'Inga est totalement considérable. Il y a aussi, d'ailleurs, je le rappelle, la construction du barrage Renaissance en Éthiopie, qui est un problème important. Voilà, donc vous avez ici la situation en Afrique. On voit qu'en fait, on a quand même une part des énergies renouvelables, en prenant en compte bien sûr l'hydraulique et sans prendre en compte le bois, qui reste une énergie extrêmement importante. On voit que la situation en Afrique, on est avec davantage d'énergie renouvelable en Afrique que dans le reste du monde, c'est 23% au lieu de un peu moins de 20% ailleurs. Là, je suis coincé. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, vous avez ici la liste des pays, mais on va aller assez vite. Et puis, on va donc ici constater sur ce graphique que la production d'énergie en Afrique est toujours supérieure à la consommation, et c'est vraiment parce que, non pas tellement parce que la production est extraordinairement élevée. Je rappelle, je sais que j'avais fait un jour le calcul, la production, en gros, si on prend la part de l'Afrique en tant que population, en tant que superficie dans le monde, bon, la part de la production d'énergie, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon, est à peu près dans la norme, mais les consommations donc sont extrêmement faibles du fait, comme le disait tout à l'heure Louis Bachou, j'ai été frappé par le chiffre, il mentionnait
PNB du Burundi, 570 $, je crois, par tête, et PNB du Luxembourg, 100 et quelques mille dollars, donc un rapport de 1 à quelque chose comme, j'ai fait le calcul tout à l'heure, 200 ou 300, enfin c'est gigantesque. Et donc ça explique les faibles consommations d'énergie, même s'il faut tenir compte de la consommation de bois. Voilà, je vais passer là-dessus. Donc, les principales causes donc, de la faible consommation d'énergie en Afrique, et c'est là qu'est vraiment le problème, c'est que, comme vous le savez, on le répète partout, il y a deux problèmes importants qu'on essaie de résoudre, c'est l'accès à l'électricité. Il y a encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité sur une population qui doit être de l'ordre de 1,4 milliard. Et il y a également le problème qui n'est pas forcément mentionné ici, c'est l'accès à des combustibles de cuisson propres, le fait de faire la cuisine, si possible, pas seulement avec du bois, qui est à la fois, qui peut être rare, qui surtout est extrêmement dangereux par les émissions de particules qui provoquent des maladies respiratoires. Donc voilà les deux enjeux, c'est-à-dire l'accès à l'électricité et l'accès aux combustibles de cuisson propres. Alors, on va avancer. Alors, les solutions, elles sont d'améliorer la production et le développement d'électricité. Alors ça, c'est assez en cours. Pour l'électricité, je suis assez optimiste parce qu'il y a des pays qui vont atteindre assez rapidement. Alors, pour être plus clair, l'accès à l'électricité en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, on va dire globalement, même si je simplifie beaucoup, c'est résolu. Par contre, en Afrique subsaharienne, c'est pas résolu partout. Alors, vous avez des pays comme le Ghana, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Kenya, qui vont sans doute arriver assez vite à un accès à peu près à 100%. Alors, c'est une façon, il faudrait définir après, mais globalement, le problème sera résolu. Par contre, dans d'autres pays, on est encore très, très loin de l'accès à l'électricité. Ça reste un problème pour permettre à la population d'avoir un développement économique satisfaisant. Alors, en conclusion, si je vais rester pour le moment sur l'Afrique, donc la consommation d'énergie, je le rappelle une dernière fois, consommation d'énergie en Afrique qui est très faible et surtout due au fait que les conditions économiques ne sont pas très favorables, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc les États sont amenés à exporter. J'insiste sur un certain point. On a en Europe actuellement des campagnes, surtout en Europe, dans le reste du monde, mais surtout en Europe, vous avez évidemment toute cette politique de lutte contre le changement climatique et toutes ces organisations, ces ONG et certaines autres organisations qui veulent à tout prix limiter la consommation de fossiles, etc., etc. Même l'Agence internationale de l'énergie avait décidé il y a quelques années, avait recommandé d'arrêter toute exploitation d'énergie fossile. Et là, il faut prendre le cas africain qui est au contraire, qui est un petit peu à l'inverse de ça, puisque vous avez en Afrique, et je parle par exemple du Sénégal et de la Mauritanie où je travaille, ce serait la même chose dans d'autres pays, vous avez là encore des richesses en hydrocarbures qui sont importantes, dont l'exploitation ne donnera que des émissions limitées de gaz à effet de serre, mais dont la production permettra à la fois à ces pays, en particulier pour le gaz naturel, de fabriquer l'électricité dont ces pays ont absolument besoin, et également d'obtenir des ressources financières dont ces pays ont besoin pour assurer leur développement économique. Donc je crois que là, il faut absolument que les pays africains puissent bénéficier de l'exploitation de leurs ressources minières et de manière à pouvoir se développer, et l'impact que ça aura sur le changement climatique est relativement limité. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, donc en très résumé, donc une crise énergétique effectivement. Pour le moment, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir rapidement faire baisser le prix de l'énergie dans les pays comme l'Europe et l'Asie. En Afrique, bien sûr, c'est aussi une conséquence que les prix finalement sont à peu près les mêmes, mais il faut absolument laisser les pays africains développer leurs ressources minérales. Je vous remercie de votre attention. Jean-Pierre, comment tu réponds à la question que j'ai pu te poser là sur à quelle sauce on va être mangé? Enfin, je veux dire, c'est quoi ton avis, tu vois? Et qu'est-ce qu'il faut? Donc, ça va empirer. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es une entreprise aujourd'hui? Est-ce que tu stoppes les déplacements professionnels parce que l'avion, ça va coûter une blinde? Est-ce que tu fais des stocks d'essence et de super? Est-ce que tu changes ton comportement? C'est quoi ton avis et comment ça va se passer? Enfin, comment ça va se passer déjà et ton conseil pour comment gérer cette situation? La question est vaste et donc le,
La situation du secteur énergétique, donc j'ai répété, si on la résume finalement, là en s'éloignant un peu malheureusement du contexte africain, mais au niveau global, on est dans une situation actuellement, et donc oui, je vous parlais du développement durable. Je reviens là-dessus, c'est un petit peu un des deux enjeux, si vous voulez. Le problème, c'est que on a actuellement un système énergétique qui reste encore largement basé sur les énergies fossiles, et on veut réduire à tout prix les émissions de CO2. Et pour le moment, je le dis bien, les solutions de remplacement, c'est quoi? C'est l'hydraulique qui pose pas mal de problèmes, même en Afrique. Maintenant, c'est contesté parce que c'est trivial. Vous faites un barrage, le barrage d'étendue d'eau va couvrir pas mal de terrain, il va falloir déplacer les populations. Donc, c'est très contesté, en particulier par des ONG traditionnelles, bon, qui évidemment font leur job à ce moment-là et arrivent à bloquer les investissements. Ensuite, la deuxième solution, c'est le nucléaire. Je ne vais pas faire un gros développement sur le nucléaire. Pour moi, le nucléaire, c'est malheureusement quelque chose qui est émotionnel. Je considère en tant que bon ingénieur français, avec une tradition ancienne, que le jeu nucléaire, finalement, c'est pas mal. Ça nous a permis, en tout cas en France, d'avoir de l'énergie, de l'électricité dans de bonnes conditions pendant longtemps. On se rend compte actuellement un petit peu des limites, mais je crois que si on ne peut pas se passer du nucléaire parce qu'on en a vraiment besoin. Alors après, il y a les fameuses nouvelles énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. C'est bien, c'est intermittent. Donc, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie. Il faut bien trouver des solutions de backup, comme on dit en anglais, des solutions de secours. Et d'autre part, ces énergies, une fois de plus, je dis toujours, la priorité, c'est de réduire les émissions de CO2, mais le faire par des renouvelables pose d'autres problèmes qui sont la disponibilité des matières premières qui sont nécessaires pour la construction des éoliennes, des panneaux solaires et voire des batteries, parce que si c'est intermittent, on peut utiliser des batteries, mais les batteries, ça coûte assez cher à construire. Alors là-dessus, d'ailleurs, les choses ne sont pas claires. Le même jour, je lisais dans deux papiers différents. Un, les batteries, on a fait beaucoup de progrès, et l'autre, le problème, c'est que les batteries, on n'avance pas tellement là-dessus. Donc, je vous laisse choisir entre les deux. Je n'ai pas d'opinion définitive là-dessus. En tout cas, pour tout ça, il faut des matières premières. J'en vais en citer juste deux. Le cobalt qu'on trouve en Afrique, dans l'est du Zaïre, et vous connaissez sans doute la situation dans l'est du Zaïre, qui est c'est une des pires régions, malheureusement, du fait des conditions qui sont faites à la population. Il y a des conflits extrêmement importants qui sont liés justement à l'exploitation du cobalt. Et deuxième exemple que je prendrai, c'est l'exploitation des terres rares en Chine. Et il y a eu des bouquins assez bien documenté là-dessus, qui montre à quel point c'est nocif pour l'environnement, nocif pour la santé, que cette exploitation, sauf à ce qu'elle soit faite dans de bien meilleures conditions, c'est pas tout à fait demain la veille. Donc, on est en situation assez compliquée. Maintenant, pour répondre un peu plus directement à la question, bon, je pense que de toute façon, ce qui s'est passé, l'augmentation des prix de l'énergie, qui nous fait souffrir actuellement, en particulier en France, mais en Europe et je dirais aussi en Asie, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup au-delà. On est quand même dans une situation. Puis, de toute façon, je crois quand même, sans être un libéral forcené, je crois au prix. C'est-à-dire que si le prix augmente, eh bien, automatiquement, on va mettre en place des investissements pour essayer de produire davantage et remettre. Dans le secteur de l'énergie, ça s'est toujours plus ou moins rééquilibré. Je suis extrêmement optimiste pour certains d'entre vous, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on est à un sommet. Je pense que ça ne va pas s'améliorer très vite. Je pense que le problème de l'électricité est un problème grave, que les autorités européennes en particulier devraient pourrait traiter. On ne peut pas accepter, par exemple, que beaucoup de boulangeries ferment simplement si le prix de l'électricité est trop élevé. C'est inacceptable. Donc, les gouvernements mettent en place de toute façon des boucliers tarifaires et essaient de trouver des solutions pour qu'au niveau européen, on puisse trouver des solutions de régulation qui vont permettre de faire baisser au moins le prix de l'électricité, mais pour le gaz, c'est plus compliqué. Donc, voilà un petit peu mon idée. Donc, malheureusement, on va vers quelques années un peu difficiles. Ça peut accélérer si on est écolo, si on est vraiment partisan du développement de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça peut accélérer les réductions de consommation d'énergie, ça peut accélérer le développement de certaines énergies qui sont non émettrices de CO2, mais tout ça va prendre du temps. C'est qu'un des secteurs où les délais de réaction sont longs, donc il faut s'attendre à avoir une situation difficile, mais pas forcément pire dans les prochaines années. Merci Jean-Pierre, encore une fois, pour ta clarté là, dans dans tes explications. Non, je pense que
Les questions qui m'ont été posées étaient claires. J'espère avoir pu répondre à peu près aux questions. Donc, on est dans ce secteur-là. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit. Le secteur de l'énergie, effectivement, est un secteur compliqué. Faut voir que tout ça représente, on parlait tout à l'heure de PNB, des sommes importantes. Ça influe beaucoup sur le développement. Donc, il est clair qu'on a besoin de reprendre un peu ce secteur qui a été laissé un peu de côté pendant un certain temps, en particulier en France, de trouver des Si tu as un solutions. conseil, si tu as un conseil aux États africains, notamment soit producteurs d'énergie fossile, soit producteurs de métaux rares, qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Bah, je pense que les États africains et le président Macky Sall, président du Sénégal, qui est en même temps le président de l'Union africaine cette année, a insisté à de très nombreuses reprises sur le fait qu'il veut pouvoir développer les ressources en gaz et en pétrole, en particulier le Sénégal. Les gros gisements de gaz du Sénégal commenceront à produire d'ici un an à peu près, le gisement de pétrole également. Et donc, et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des prévisions d'augmentation du PNB, le Sénégal anticiperait pour 2023, du fait de la mise en production de ces ressources en hydrocarbures, des taux de l'ordre de 10%. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça fait quand même des sommes effectivement tout à fait importantes. Donc, je crois qu'il faut absolument que les pays africains puissent développer leurs ressources. Je reste sur les hydrocarbures, je viendrai aux autres minéraux. Et en particulier, non seulement pour exporter et récupérer un peu d'argent, mais également pour avoir, en particulier avec le gaz, une source d'énergie qui n'est pas trop polluante et qui permettra de développer la production d'électricité. Je termine sur ce que tu as dit, les métaux critiques, etc. Je lisais ce matin un papier disant que le Ghana allait se lancer dans la production de lithium. Ce sont des productions qui sont pour les métaux rares, donc qui sont nécessaires pour je fais très court, les métaux rares, les métaux critiques qui sont nécessaires pour la production de éoliennes, solaires, batteries, etc. Les ressources sont concentrées dans quelques pays. Le lithium, par exemple, très important. Tout le monde a entendu parler des batteries de lithium. Eh bien, il y a des concentrations importantes en Amérique du Sud, mais il y en a sans doute un peu partout dans le monde. On n'est pas dans le secteur, comme dans le secteur des hydrocarbures, où les ressources sont vraiment très concentrées dans certains pays. Le Moyen-Orient, c'est la moitié des ressources de pétrole. Donc, pour le lithium, pour les autres produits, c'est en général mieux dispersé. Ce qui s'est passé, c'est que les pays occidentaux ont rejeté vers d'autres pays, pour des raisons d'environnement, pour ne pas avoir à se salir les mains, si je peux dire, l'exploitation de ces ressources vers d'autres pays. Donc, maintenant que d'autres pays puissent en bénéficier dans de bonnes conditions, c'est bien. Que l'Europe et les autres pays développés puissent également reviennent vers l'exploitation de ces ressources, ça me paraît également absolument nécessaire. Sinon, on continue à avoir un monde séparé et ce n'est pas une bonne chose. Merci.